Bonjour chers téléspectateurs, toujours ravi de vous retrouver sur l'écran de Nile TV International. Justement, dans cette édition de l'Égypte à la une, on va essayer de vous présenter presque les grands événements qui ont marqué la scène égyptienne dans plusieurs domaines. Comme d'habitude, nous allons commencer cette nouvelle tournée dans le monde égyptien par les activités présidentielles. Cette fois-ci, on trouve que notre chef d'État, Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, a reçu jeudi le lieutenant général Tout Galouak, conseiller du président de la République du Soudan du Sud, pour les affaires de sécurité, et ça en présence des chefs de renseignement généraux et avec la participation des ministres des Affaires de l'Afrique de l'Est, de l'enseignement supérieur, de la construction, de la paix, ainsi que le rapporteur du conseiller à la sécurité nationale au Soudan du Sud. Selon le porte-parole présidentiel, le lieutenant général Tout Galouak avait remis à M. le Président un message de son frère, le président de la République du Soudan du Sud, Salva Kiir, portant sur le développement des situations politiques et du processus de paix au Soudan du Sud, en plus de quelques questions de relations bilatérales. Le président a souligné le souci de l'Égypte de consolider les piliers de la sécurité, mais aussi de la stabilité dans la République, sœur du Soudan du Sud, en tant que facteur décisif et pilier fondamental qui assure le succès et sa pérennité en ouvrant des perspectives de coopération pour réaliser le développement dans ces différents piliers. Le président a également affirmé la détermination de l'Égypte à renforcer la coopération bilatérale afin de transférer l'expérience égyptienne dans l'élaboration d'une stratégie de développement intégrée pour le Soudan du Sud, en particulier dans les secteurs de l'urbanisme, des infrastructures, des routes et des axes et des transports. Outre le développement de la coopération bilatérale dans les domaines de la formation des cadres humains, de l'éducation dans ses différents cycles, l'agriculture, l'irrigation, les stations d'eau et d'autres secteurs, le porte-parole a souligné l'aspiration de son pays à bénéficier de l'expertise égyptienne pionnière pour lancer le processus de construction dans le but de répondre aux ambitions du peuple sud-soudanais vers un avenir meilleur dans le cadre des liens historiques étroits qui unissent les deux pays et les deux peuples frères. Lors d'un sommet arabe organisé le mardi 22 août dans la ville égyptienne d'Al Alamein qui se donne sur la Méditerranée, le président Abdel Fattah al-Sisi et ses hôtes des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, du Bahreïn, Salman bin Hamad bin Isa al-Khalifa, de Jordanie, le roi Abdallah II et le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi. Tous ces dirigeants arabes ont discuté de la sécurité alimentaire qui représente l'un des principaux défis de la région, et ça à la suite des opérations russes au sein de l'Ukraine. L'objectif, des opérations bien sûr militaires russes au sein de l'Ukraine, l'objectif de la réunion était de renforcer la coopération entre les 5 pays arabes afin de favoriser l'unité arabe à un moment où la région est confrontée à de multiples défis. Les explications tout de suite. À l'initiative du président Abdel Fattah al-Sisi, une importante réunion a eu lieu mardi 22 août à El Alamein avec les dirigeants des Émirats arabes unis, de l'Irak, de Bahreïn et de la Jordanie. Au menu des discussions de ce sommet figuraient principalement les récents développements régionaux et internationaux, a indiqué le porte-parole de la présidence. Étaient donc présents autour de la table le chef de l'État ainsi que les présidents des Émirats arabes unis, Mohammed bin Zayed, le premier ministre irakien Mustafa al-Kazimi, le roi de Jordanie Abdallah II et le roi de Bahreïn Hamad bin Isa al-Khalifa. Préoccupation première, la question de sécurité énergétique et alimentaire a dominé les débats, la Jordanie et l'Égypte étant les pays les plus concernés par les enjeux depuis que l'opération militaire spéciale russe en Ukraine a eu pour conséquence une flambée des cours des céréales ainsi que des hydrocarbures. Le prix du blé a battu l'heure des records et rendu la hausse préoccupante pour les deux pays, l'Égypte étant quant à elle dépendant des céréales russo-ukrainiennes à plus de 30% selon des statistiques communiquées par la FAO, l'organisation onusienne. Les 5 dirigeants se sont également penchés sur un autre sujet tout aussi crucial pour le Caire, celui de la sécurité de l'eau, avec comme lien direct l'enjeu du barrage de la Renaissance éthiopien dont l'Addis Abeba et le Premier ministre Abiy Ahmed viennent tout juste de confirmer la fin de la 3e phase de remplissage, faisant fi de contestations de l'Égypte et du Soudan alarmés par les conséquences sur leur propre alimentation en eau. Les dirigeants arabes ont également discuté des dossiers yéménites, syriens, palestiniens et libyens.
Leur concertation intervient 2 semaines après des raids meurtriers de l'entité sioniste contre Gaza qui ont fait 49 morts. L'objectif de la réunion était de renforcer la coopération entre les 5 pays arabes afin de favoriser l'unité arabe à un moment où la région est confrontée à de multiples défis. A rappeler que le Premier ministre égyptien Dr Mustafa Madbouli est arrivé vendredi soir en Tunisie à la tête d'une délégation égyptienne de haut niveau pour participer à la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique TICAD 8 au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Lors de la première session du sommet consacrée aux différentes questions économiques, le Premier ministre a prononcé un discours au nom du président Abdel Fattah al-Sisi. Dans son discours au nom du président Abdel Fattah al-Sisi lors de la 8e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD 8 tenue à Tunis, le Premier ministre Mustafa Madbouli a souligné l'importance de la conférence de la TICAD en tant que plateforme internationale en partenariat avec le Japon qui se focalise sur des questions cruciales relatives au développement en Afrique. M. Madbouli a rappelé que la conférence de la TICAD vise à renforcer le partenariat stratégique entre le Japon et les pays africains en augmentant les contributions du Japon au développement du continent, notamment dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, de l'économie et de la santé. Le Premier ministre a déclaré que ce sommet se tient à un moment où le monde connaît des circonstances exceptionnelles que nous imposent les défis internationaux actuels et que l'impact de ces défis est de plus en plus grave, voire mortel, pour les pays en développement, en particulier nos pays africains. M. Madbouli a souligné que les grands défis économiques sur notre continent africain nécessitent une coordination conjointe dans le but de prendre des mesures immédiates et efficaces pour les surmonter. Il a poursuivi que l'impact direct de la crise alimentaire sur la situation de paix et de sécurité en Afrique requiert un fort soutien aux pays africains qui se traduirait en des paquets de stimuli pour relancer leurs économies. Pour rappel, en 2019, l'Égypte, alors président de l'Union africaine, a co-présidé avec le Japon le sommet de la TICAD 7, qui s'est tenu à Tokyo du 28 au 30 août, avec la participation des dirigeants africains, avec à leur tête le président Abdel Fattah al-Sisi en tant que président en exercice à l'époque de l'Union africaine. Au cours de la TICAD 7, le Japon s'est engagé à stimuler les investissements en Afrique par le biais du secteur privé du pays pour aider au développement du continent. Au total, 25,6 milliards de dollars ont été investis sur le continent par le secteur privé japonais depuis 2016. C'est la deuxième fois que le sommet se tient dans un pays africain après le Kenya en 2016. Le gouvernement japonais dirige le sommet depuis 1993, co-organisé par les Nations Unies, le Programme des Nations Unies pour le développement, la Banque mondiale et la Commission de l'Union africaine. Au niveau militaire, les exercices conjoints intitulés Hercule 2 ou Hercules 2 ont démarré dimanche 21 août en Égypte avec la participation d'éléments des forces spéciales de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Grèce et de Chypre, et ça en présence de la Jordanie, des États-Unis, de la République démocratique du Congo, mais aussi du Bahreïn. Ce dernier était présent en tant qu'observateur. Les explications tout de suite. Les exercices militaires conjoints Hercule 2 ont débuté dimanche 20 août dans la base militaire égyptienne de Mohamed Naguib. Les forces terrestres égyptiennes participent avec des unités d'Arabie, des Émirats Arabes Unis, de Grèce et de Chypre à ces exercices qui se déroulent sur plusieurs jours. La Jordanie, les États-Unis, la République démocratique du Congo et Bahreïn participent à ces exercices en tant qu'observateurs selon un communiqué des forces armées égyptiennes. Selon le porte-parole de l'armée égyptienne, le colonel Gharib Abdelhafiz, la première phase de la formation comprend des procédures d'intégration et de familiarisation des unités participantes afin d'unifier les concepts, une exposition des armes et équipements utilisés dans la formation, ainsi que des conférences sur la cybersécurité et le droit humanitaire international. Cette formation s'inscrit dans le cadre du renforcement des liens militaires entre l'Égypte et d'autres pays afin de renforcer l'action commune et d'échanger des connaissances sur l'utilisation d'armes de pointe, a expliqué le porte-parole de l'armée dans un communiqué. Il a précisé que les exercices militaires conjoints se déroulent dans la base militaire de Mohamed Naguib et dans d'autres zones d'entraînement de la zone militaire nord. Le ministre égyptien des Affaires étrangères, mais aussi président de la COP 27, M. Sameh Choukri,
s'est rendu à Libreville. Le chef de la diplomatie égyptienne doit participer à la Semaine africaine du climat 2022, ACW 2022, tenue au Gabon, selon les déclarations faites par le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Ce dernier a ajouté que M. Chokri devrait s'entretenir avec un nombre de hauts responsables gabonais de la coopération entre les deux pays et de diverses questions d'intérêt commun sur les scènes continentales internationales. Is undoubtedly the continent of promising opportunities, with its youthful demographics, abundant natural resources and promising economic potential. Sous la présidence de l'Égypte, la COP, ou plutôt la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, COP 27, aura lieu à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022. L'objectif, faire progresser les négociations mondiales sur les changements climatiques. Le compte à rebours est lancé, mais moins de 100 jours nous sépare de l'ouverture de la COP 27, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique qui se tiendra cette année à Sharm el-Sheikh en Égypte du 6 au 18 novembre 2022. Donc les préparatifs et les détails seront avec notre collègue Dalia Karam. Sous la présidence de l'Égypte, la 27e conférence annuelle de l'ONU sur le climat, la COP27, aura lieu à Sharm el-Sheikh du 6 au 18 novembre 2022 sous le thème « Unir le monde pour lutter contre le changement climatique ». L'Égypte sera dans cette COP27 le porte-drapeau de l'Afrique, le continent qui pollue le moins mais qui subit le plein fouet des conséquences du réchauffement. Dans un contexte mondial difficile où les crises se succèdent, de la pandémie à la guerre en Ukraine en passant par la crise alimentaire et énergétique mondiale, lutter contre les changements climatiques est devenu plus urgent que jamais. En effet, la crise du climat ne cesse de s'aggraver, canicules, incendies, sécheresses et inondations, des phénomènes météorologiques qui ont pris de l'ampleur en 2022 dans les pays riches comme dans les pays pauvres. L'Égypte n'épargnera aucun effort pour faire réussir la COP27 et parvenir à une entente internationale sur les questions climatiques, a affirmé le président Abdel Fattah al-Sisi lors de l'inauguration du dialogue de paix Saint-Pétersbourg sur le climat à Berlin. Il a ajouté que les crises mondiales successives imposent une lourde responsabilité à la communauté internationale pour veiller à ce que les promesses importantes de l'accord de Paris, confirmées l'année dernière à Glasgow, deviennent réalité. Ainsi, la COP27 devrait répondre à plusieurs enjeux. Maintenir le réchauffement sous la barre des 1,5 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle jusqu'à 2100 sera au centre des discussions. Selon le dernier rapport du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat publié en avril dernier, le monde est à la croisée des chemins. Pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, le monde doit réduire les émissions annuelles de CO2 de 48% d'ici 2030 et atteindre un niveau net nul d'ici à 2050. Autre enjeu de la COP27, mobiliser les finances et climat. En 2009, les pays développés s'étaient engagés à transférer 100 milliards de dollars par an à partir de 2020 aux pays les plus impactés pour mieux s'adapter aux conséquences du réchauffement climatique causé par les pays les plus riches. Engagement toujours non tenu. De même, les pays en développement demandent une augmentation globale du financement, en particulier du financement destiné aux pertes et aux préjudices. L'Égypte cherche ainsi à faire de la COP27 un tournant dans l'action climatique internationale et à mettre en exécution les promesses sur la réduction des émissions, l'adaptation à la crise climatique et le soutien accordé aux pays en voie de développement pour supporter l'impact négatif des changements climatiques. Le vendredi 19 août, les autorités égyptiennes ont signé un protocole d'accord avec la Société mondiale d'hydrogène vert Fortescue Future Industries pour étudier les possibilités de production d'hydrogène vert dans deux pays. FFI développera des projets d'hydrogène vert si les études sont satisfaisantes. Les explications toujours avec Dalia Karam. Dans le contexte de la transition énergétique, l'hydrogène vert est annoncé comme le carburant de demain. L'Égypte, avec 8 projets déjà dans le secteur, se positionne comme un futur grand producteur et exportateur.
Le mercredi 27 juillet, le Premier ministre Mostafa Madbouli a assisté à la signature d'un protocole d'accord pour la mise en place d'une usine de production d'hydrogène vert d'une capacité de 220 000 tonnes par an dans la zone économique du canal de Suez. La mise en place de l'installation devrait nécessiter un investissement de 8 milliards de dollars. Le protocole d'accord a été signé entre l'Autorité des énergies nouvelles et renouvelables, l'Autorité de la zone économique du canal de Suez, le Fonds souverain égyptien d'une part et la Société indienne d'énergie renouvelable, Renew Power, d'autre part. Le projet devrait être mis en œuvre par phase. La première est une phase pilote visant à produire 20 000 tonnes d'hydrogène vert par an. Ce projet d'hydrogène vert rejoint 7 autres projets en cours de développement dans le pays. Le futur hôte de la prochaine COP27 se veut un hub énergétique régional ainsi qu'un leader de la transition énergétique en misant sur ses abondantes ressources renouvelables et sur sa position géographique très avantageuse. À noter que ce projet ambitieux de 8 milliards de dollars d'investissement est annoncé la même semaine du lancement des travaux de construction de la première centrale nucléaire en Égypte. La fréquence et l'importance des projets d'énergie propre lancés dernièrement par les autorités égyptiennes montrent clairement la stratégie et les ambitions énergétiques élevées du pays. Donc nous arrivons au dernier reportage qu'on a aujourd'hui. Il s'agit de Wadi Lahami. En fait, c'est un village qui est situé au sud de Marsa Alam. C'est un village qui représente l'éco-village composé de plusieurs catégories d'hébergement disséminées autour de quelques restaurants. Donc les explications, les détails, les traits caractéristiques de ce éco-village seraient bien sûr avec notre collègue Dalia Karam. Et actuellement, nous devons céder notre place à nos collègues dans les départements anglais. Mais donc, je dois vous dire au revoir et toujours bon moment, non seulement sur Native International, mais aussi pendant les sites ou les images que vous allez regarder dans ce reportage suivant. Au revoir. Wadi Lahami est un village isolé situé dans le sud profond de l'Égypte. Le littoral est presque entièrement vierge, à l'exception des mangroves et des troupeaux de chameaux. Lahami permet d'apprécier la quiétude du grand sud égyptien et chaque plongeur devrait visiter Lahami une fois dans sa vie, explorer les furies et shoals de classe mondiale, les sites de plongée les plus vierges de l'ensemble de la mer Rouge. Les coraux durs de cet énorme complexe de récifs sont considérés comme l'un des meilleurs exemples au monde. L'un des aspects les plus uniques de Lahami est la zone de mangrove, située juste au nord du village et qui représente un espace naturel extrêmement précieux. De nombreux échassiers et oiseaux de rivage vivent et nichent ici. C'est un site magnifique pour observer les oiseaux. Vous pouvez vous attendre à voir des balbuzards qui vivent ici toute l'année. Certains des oiseaux les plus communs sont différentes espèces de hérons ou le faucon huppé, les mouettes et les sternes. Parfois, nous avons même la chance de voir des flamants roses. L'éco-village est composé de plusieurs catégories d'hébergement disséminées autour du restaurant. Le restaurant a bénéficié d'importants travaux de rénovation en 2019. La terrasse extérieure, bien ombragée, a été étendue et dispose d'un espace semi-fermé pour les repas. C'est un hébergement simple, composé de tentes et de chalets dans un esprit nomade. 20 tentes et 11 tentes royales sont proposées afin de préserver le site du tourisme de masse. Toutes les tentes ont vue sur la mer et le lever du soleil et font partie intégrante du concept d'éco-village. Les tentes partagent une salle de bain commune. Les tentes royales sont l'option d'hébergement la plus demandée. Elles sont disponibles avec un lit double ou 2 lits simples et sont bien aménagées avec un mini-bar, un ventilateur, des fauteuils poires, une table et un coin salon à quelques mètres de la mangrove face à la mer. Des prises électriques permettent de recharger batterie et ordinateur. Les tentes standards sont situées devant les mangroves près de la mer et ont vue sur le lever du soleil. L'intérieur mesure 3,5
fois 3,5 mètres avec du mobilier fabriqué à la main, éclairage et prise électrique et un coin salon situé juste à l'extérieur. Les tentes disposent de 2 lits simples. Les 16 chalets proposés ont été rénovés en 2019 et disposent maintenant de la climatisation. Le Mediafab fait 40 mètres carrés de surface intérieure avec un toit en forme de dôme. Ce type d'architecture propre au désert se révèle très adapté et permet de conserver la fraîcheur. La climatisation viendra compléter la ventilation naturelle pendant les mois les plus chauds. Ils sont équipés de 2 lits, penderie, table de chevet, coiffeuse avec un miroir, salle de bain avec douche. De part et d'autre se trouvent 2 terrasses de 8 mètres carrés, l'une avec vue sur les montagnes, l'autre avec vue sur la mer.